France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avant d'avoir sur nos billets des ponts de nulle part ou des portiques, des vitraux qui ne fâchent personne, on pouvait sortir de nos poches la bobine d'Eiffel, de Saint-Exupéry ou de Pascal, et dans un temps à peine plus lointain, celle moins consensuelle d'Henri IV, Bonaparte ou Richelieu. Richelieu, voilà peut-être l'exemple de l'un des grands noms de notre histoire qui se serait démonétisé au fil des dernières années du XXe siècle. En son temps, il n'était d'ailleurs pas populaire et ne le fut guère davantage dans les temps d'après lui. Pourtant, dans les périodes politiques incertaines, on jugea parfois bon d'invoquer une figure comme la sienne. Celle d'un homme d'État fondateur, se faisant de l'État une certaine idée et incarnant l'ambition de grandeur, d'unité et d'indépendance du pays. Ce fut le cas au début fragile de la Troisième République, ou après-guerre, quand la Quatrième imprimait, au début des années 50, son ecclésiastique visage sur le billet des 1000 anciens francs républicains. Mais qui est Richelieu pour nous aujourd'hui ? Que représente-t-il ? Pour combler la connaissance lacunaire qu'ont la plupart d'entre nous du rôle historique du cardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu, reportons-nous maintenant à l'émission que lui consacrait en 2008 Antoine Garapon, qui recevait les historiens Jean-Marie Constant et Arnaud Tessier. Question d'époque, Le bien commun, Richelieu, une émission diffusée la première fois le 23 janvier 2008 sur France Culture. Comme tous les mercredis dans Question d'époque, c'est Antoine Garapon et Le bien commun. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. Une émission qui a pour titre Question d'époque, il peut paraître insolite de revenir sur une figure historique comme celle de Richelieu. Mais ce dernier incarne une expérience très française du pouvoir, une expérience empreinte à la fois de religieux et de politique, une expérience fascinée par l'unité et hantée par la division violente, une expérience enfin qui mesure la fragilité de l'homme et assume la nécessité de se transcender, la tendance naturelle à la passivité et la nécessité d'un effort surnaturel pour l'exercice du pouvoir. Cette conception du pouvoir de Richelieu se prolonge en conférant un certain statut au droit, droit qui seul est impuissant à agir et qui doit parfois être contourné pour être mieux protégé. On l'aura compris, cette exploration du théologico-politique français, on pourrait dire de manière un peu pédante, est plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour mieux nous comprendre nous-mêmes, tout d'abord, mais aussi peut-être pour mieux construire les débats mondiaux. C'est le travail que nous allons essayer de faire en compagnie de mes deux invités. Tout d'abord d'Arnaud Tessier. Arnaud Tessier qui est haut fonctionnaire et je le précise parce que ce sera important pour la suite de nos débats, et qui a signé un petit ouvrage intitulé « La puissance de gouverner », Richelieu, la puissance de gouverner, dans l'émission que j'ai l'honneur de diriger d'ailleurs aux éditions Michalon, et qui a pour titre le second nom de cette émission, Le bien commun. Et pour en discuter avec Arnaud Tessier, Jean-Marie Constant. Jean-Marie Constant est un 17e, professeur émérite à l'université du Mans, à qui l'on doit un grand nombre d'ouvrages sur le 17e, Les Conjurateurs chez Hachette en 1987, qui n'est pas complètement étranger au sujet de ce matin, Naissance des États modernes, Les Français pendant les guerres de religion, Hachette 2001, et plus récemment chez Perrin, La folle liberté des baroques, 1600-1661. Donc, j'ai envie d'ouvrir cette émission avec vous, Arnaud Tessier, pour vous demander comment résumeriez-vous
l'essence, le cœur même de la pensée de Richelieu, qui explique peut-être d'ailleurs sa pérennité souterraine parmi d'autres figures politiques qui ont marqué notre pays. Je dirais d'abord que c'est une connaissance psychologique extraordinaire du ressort du caractère humain, des ressorts du caractère humain qui lui vient à la fois de sa culture religieuse, du fait qu'il est un prêtre, un évêque, un personnage important de la réforme catholique dans le premier tiers du XVIIe siècle, et qui lui vient aussi de la pratique du pouvoir, du fait qu'il a approché très tôt les figures majeures du pouvoir royal en France, dans un contexte marqué par beaucoup de divisions, par le souvenir encore récent des guerres de religion et par les luttes pour le pouvoir. Et donc il y a une sorte de mélange chez lui très étrange entre la personnalité religieuse et puis ce qui va devenir un caractère politique exceptionnel. Et je dirais que son obsession, qu'on ressent beaucoup dans certains de ses écrits, parce qu'il a beaucoup écrit, et beaucoup peut-être dicté aussi, mais en tout cas écrit ou inspiré des textes, y compris ce fameux testament politique qu'il a laissé à Louis XIII et qui est une sorte de guide du pouvoir, qui est autant un guide psychologique et beaucoup plus un guide psychologique qu'un corps de doctrine. Il était obsédé par l'idée que, contrairement à ce qui se passe dans l'ordre religieux, le grand problème du gouvernement, du fait de gouverner les hommes, le grand sujet, c'est que l'homme est faible par nature et que tout, y compris celui qui gouverne, y compris le prince, y compris le ministre, et que finalement l'exercice du pouvoir est loin d'être une volupté, est une sorte de sacerdoce au sens vraiment le plus fort du terme. Et ça explique beaucoup de choses sur son personnage. À un moment donné, je cite cette formule de Giono Jean Giono qui dit que, à propos de l'amour, enfin du sexe, c'est que c'est le théâtre du pauvre. Et je dirais que pour Richelieu, la politique, c'est le théâtre du faible. Et toute cette doctrine, ou pas de cette doctrine, enfin toute cette vision qu'a Richelieu et de cette conception du pouvoir nous a beaucoup marqué. Oui, mais Arnaud Dacier, de cette faiblesse, il en déduit une fascination pour la puissance, oui. Et aussi pour l'unité, qui va aller d'ailleurs historiquement jusqu'à l'écrasement de tout ce qui, sur la lutte farouche contre tout ce qui menace cette unité, les grands, les protestants, les gouverneurs. Alors il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Julien Gracq, qui pourrait s'appliquer admirablement à Richelieu, et qui explique beaucoup la politique contemporaine aussi. C'est dans Lettrines, Julien Gracq dit « Toute forme de gouvernement encore en sève a de quoi faire horreur ». Et le gouvernement de Richelieu, c'est un gouvernement en sève, précisément. Et Gracq dit « Le bon usager de ses plaisirs ne supporte l'État que faisandé ». Donc on voit très bien qu'il y a une sorte de vertu terrifiante du vrai pouvoir, de la vraie politique. Et je crois que quelque chose qui est très important pour comprendre aussi la conception du pouvoir chez Richelieu, c'est qu'il considère que le crime le plus grave pour un homme d'État, c'est finalement de ne pas choisir, de ne pas décider, de ne pas gouverner. Il a une formule extraordinaire qui termine le testament politique. Ceux-là même qui se sauveraient comme personne privée se damnent comme personne publique. Il dit ça à Louis XIII. Et il ne veut pas dire qu'il faut être immoral pour gouverner. Il dit simplement que quelquefois, le fait de se retenir de certaines choses, de ne pas accomplir certains actes, et qu'on pourrait considérer comme des choses finalement bonnes ou gentilles ou positives dans l'ordre privé, deviennent criminels lorsqu'on a en charge le destin d'un peuple, le destin d'une collectivité. Mais n'est-ce pas très inquiétant, Arnaud Tessier, aujourd'hui, parce que est-ce qu'on ne peut pas justifier, on pense à des phrases analogues dans la bouche, bien sûr, de Machiavel, sous la plume de Machiavel, ou plus récemment dans la bouche d'Ariel Sharon, en disant « je suis prêt à sacrifier ma moralité individuelle pour le salut de mon peuple et de mon État ». Est-ce que il y a de ce côté-là, est-ce qu'on n'est pas il n'y a pas quelque chose de très anti-moderne pour le coup chez Richelieu dans ce confinement de la moralité pour la plus grande gloire du politique? C'est-à-dire qu'il y a deux, je crois que ça fonde deux traditions, notamment en France, où on a un problème singulier avec le pouvoir et l'exercice du pouvoir. La France, en particulier les élites françaises n'aiment pas le pouvoir, et ça remonte très, très profondément. Vous citez cette phrase d'Alain, je ne résiste pas au plaisir de la lire pour les auditeurs, le pouvoir est par essence monarchique, et du coup on ne l'aime pas. Le pouvoir fait toujours un peu peur. Il y a deux façons de concevoir le pouvoir. Soit on considère que le pouvoir, que le gouvernement plutôt, c'est quelque chose qui naît de manière un peu spontanée, de la juxtaposition, de forces de pression, de groupes d'intérêt
on peut appeler ça aujourd'hui la gouvernance, et soit on considère, et c'est une vision qui est une autre tradition de la politique française et qui va jusqu'à De Gaulle, soit on considère que le pouvoir c'est quelque chose qui doit dégager de l'énergie et qui doit produire quelque chose, et que si on n'agit pas, et si on laisse les choses décider à votre place, ou les gens ou les groupes, eh bien le destin collectif s'enfonce soit dans la médiocrité, soit dans l'insécurité. C'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le débat français. Jean-Marie Constant, replongez-nous dans le débat au XVIIe siècle, justement. Oui, parce que là, je crois qu'effectivement, la politique de Richelieu a été très contestée, ça a été très difficile, parce que il a représenté quand même un traumatisme pour la société française, qu'on a l'habitude de dire que c'est à cause de la guerre, et que les réformes, il n'avait pas un programme de réforme au départ, et que c'est à cause de la guerre. Alors le problème, c'est les responsabilités de la guerre. Maintenant, on commence à voir et à penser qu'il y a des engrenages qui ont joué comme toujours dans ces cas-là. Et à vous entendre, on aurait tendance à croire que la guerre a bon dos et qu'en réalité, c'est lui qui constitue le traumatisme. C'est-à-dire que dans le fond, ses opposants l'ont accusé d'entretenir la guerre à plaisir pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Car il était le grand homme de l'époque et les opposants considéraient que c'est par la nécessité de la guerre que sa personnalité s'imposait et que dans le fait, il restait au pouvoir à cause de cela. Bon, je crois que c'est sans doute très excessif comme toujours dans les polémiques, mais il y a une part de vrai quand même, c'est-à-dire que dans le fond, la guerre a facilité son œuvre, il a facilité tout le travail qu'il a pu faire, toutes les réformes qu'il a faites, qui étaient assez pragmatiques d'une certaine façon, assez pragmatiques. Mais il a représenté quelque chose qui était un traumatisme pour la société française, parce que dans le fond, l'idéal des gens, c'était dans le fond une monarchie assez paternaliste, qui ne jouait pas un rôle important, où les corps sociaux, les intermédiaires, le Parlement, les États jouaient un rôle capital. On le voit par exemple dans l'Astrée, dans le roman de l'Astrée, où on présente le gouvernement est fait par une femme, et on se succède par les femmes. C'est-à-dire une monarchie qui, dans le fond, laisse les gens s'exprimer librement, une société tout à fait immobile. Alors évidemment, Richelieu arrivant dans un milieu comme cela, avec des idées très nouvelles par rapport et très volontaristes, c'est sûr que c'était vraiment un éléphant dans un jeu de quilles. Mais est-ce que ce n'est pas un rêve antipolitique, celui-là même que vous dénoncez, Arnaud Tessier, que de croire que la société va s'auto-organiser toute seule? C'était quand même une société dominée par la guerre civile. Oui. Et quand vous dites la société, c'était peut-être pas la société tout entière, mais une partie de la société qui finalement s'accommodait d'un système où le pouvoir était à prendre sous forme... On voit, d'ailleurs c'était le mode d'exercice du pouvoir à l'époque de Marie de Médicis, c'était quand même, on achetait un certain nombre de complaisances parmi les grands, et en réalité, il n'y avait pas d'énergie collective. Est-ce que c'était la société dans toute sa diversité, on va dire le peuple, ou est-ce que c'était pas simplement les grands? Parce que la grande obsession de Richelieu, c'était la guerre civile, éviter la guerre civile. C'est-à-dire que, si vous voulez, pendant les guerres de religion, ont quand même émergé un certain nombre d'idées politiques. Par exemple les monarchomaques chez les protestants, les ligueurs aussi, et le rêve de tous ces gens-là, c'était une espèce de société dans lequel le roi ne jouait pas, il jouait un rôle essentiel, mais où les corps intermédiaires jouaient un rôle, et surtout, on avait l'idéal d'une société de proximité, d'un pouvoir de proximité. On rêvait d'un pouvoir autour de la ville centre du pouvoir, et puis ensuite un chef de guerre, qui rassemblait une assemblée, vague États généraux ou États nationaux ou parlements, qui puissent rassembler les énergies de toutes ces villes, mais le vrai centre du pouvoir, c'était les notables des villes. Et vous avez ça dans la République des Provinces-Unies. Alors la République des Provinces-Unies a fonctionné, a résisté à l'Espagne, a conquis son indépendance, parce que elle avait les villes. Et puis, les villes ont choisi le même chef des guerres, c'est-à-dire la maison d'Orange, qui en plus étaient des personnages qui avaient des idées nouvelles, etc. Et donc, c'est un État, et ça a obsédé aussi bien les catholiques les plus intransigeants de la Ligue que les protestants. C'est-à-dire qu'une grande partie de la société rêvait d'un pouvoir de proximité. Alors évidemment, avec Richelieu, on s'éloigne totalement de ce modèle-là. Ce que vous nous décrivez là, Jean-Marie Constant, c'est la voie libérale. Et on pourrait dire par ça d'un côté, on pourra revenir sur l'extraordinaire modernité de cette voie aujourd'hui. D'une certaine façon, oui. Avec la mondialisation et ses villes-mondes. Mais n'anticipons pas. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, parce que c'est ce que vous sembliez dire, dans quelle mesure Richelieu est une figure nécessaire
de l'histoire française, ou dans quelle mesure il s'agit d'une figure accidentelle? Dans quelle mesure Richelieu révèle ce que semble dire Arnaud Tessier, une sociologie politique française profonde qui lui préexistait et à laquelle il donne forme, ou est-ce qu'on aurait pu imaginer une France qui évolue sans Richelieu? Je crois qu'effectivement, le problème est délicat, parce que c'est toujours difficile de refaire l'histoire sans un personnage aussi capital que Richelieu, mais dans le fond, il y avait d'autres possibilités. On a toujours l'impression que la monarchie absolue, la création d'État moderne, était quelque chose qui était logique dans l'évolution de l'histoire. Je crois qu'il y avait d'autres évolutions. L'Angleterre évolue autrement, le Saint-Empire romain germanique aussi, les Provinces-Unies aussi. Donc il y avait d'autres voies. Seulement la France avait quand même une tradition, qui était la tradition capétienne, une tradition de centralisation, où le rôle de l'État joue un rôle très important. Et tout à l'heure, on évoquait Machiavel. Machiavel, dans un rapport assez peu connu, mais qui est publié dans ses œuvres dans la Pléiade, a fait un rapport sur la France. Et dans le rapport sur la France, il s'étonne énormément de l'état d'esprit des Français, en disant les Français, vis-à-vis du roi, ils ont un culte extraordinaire, et puis les gens acceptent tout de la part du roi, et ils attendent tout de la part de l'État. Alors tout ça, c'est une tradition qui se perpétue en France jusqu'à nos jours. Mais avec simplement une confusion qui se fait aujourd'hui, puisqu'on confond aujourd'hui dans une même réprobation de l'État, l'État-providence, qui est une création du XXe siècle, qui n'est pas propre à la France, et cet État auquel vous faites allusion, qui n'est pas l'État omnipotent, parce que l'État dans ces régimes était léger, en réalité. Très léger, en fait. L'État éternel, si je veux dire, c'est un État, c'est un certain nombre de valeurs et de structures autour desquelles s'est forgée l'unité française. Parce que la France est un pays dans lequel le principe d'unité a toujours été problématique. Et l'unité s'est faite autour de l'État. Ce qui explique pourquoi, chez Richelieu, ce thème de l'État, ce mot qu'il articule toujours, puisque pour lui, c'est la pérennité de l'État. La monarchie, c'est l'État. Et l'État est un mot qui revient énormément sous sa plume, et quelque chose de capital, parce qu'il est obsédé par l'unité. Il n'est pas du tout partisan d'éradiquer la religion protestante par la force. Il l'écrit, il le dira. C'est le parti protestant. La révocation de l'édit de Nantes, pour lui, ça aurait été sans doute... C'est la puissance militaire des Voilà, protestants c'est ce qu'il appelle le parti. C'est le fait que les protestants aient des places fortes, aspirent à avoir une politique étrangère. Voilà. Est-ce que c'est pas lié, d'ailleurs, vous parliez cette expression, d'ailleurs, ce grand et vague pays concernant la France, oui. Et je crois, est-ce que c'est pas lié, d'ailleurs, aussi à la géographie de ce pays qui est particulièrement grand par rapport, qui est en Europe, le pays à la fois le plus grand et le plus peuplé. Et d'une grande diversité. Et on retrouvera la même obsession à travers l'histoire d'Ancien Régime, même à travers un homme comme Vauban, qui, à travers l'unification fiscale, poursuivra toujours ce même rêve. C'est le point de départ de Brodel. Non, je voulais, pour répondre à votre question tout à l'heure, je crois quand même qu'il y a, en partie, l'arrivée au pouvoir de Richelieu est quand même plus ou moins accidentel, même s'il avait une très forte ambition. Car, il y avait la tradition de la centralisation, beaucoup de tentatives, même, par exemple, quelqu'un comme Henri III, la Ligue, dans la Ligue, il n'y avait pas que l'aspect religieux, il y avait aussi une espèce de rejet d'un État qui n'était pas encore absolu, mais qui avait une tendance à aller vers un pouvoir relativement fort. Et puis, ensuite, je crois que Richelieu s'est fait reconnaître lors des États généraux, il était orateur du clergé de les États généraux, il a été remarqué par Marie de Médicis, il a joué un rôle autour de Marie de Médicis, renversé par le coup d'État de Louis XIII et de Luynes. Et puis ensuite, évidemment, il a un peu perdu pied. Il est revenu au pouvoir dans les wagons de Marie de Médicis qu'il a imposé alors que Louis XIII n'en voulait pas. Et par une très grande habileté de sa part, il s'est imposé auprès de Louis XIII comme le grand homme, en quelque sorte. Il a compris, Louis XIII avait quelques handicaps et il bégayait. Il avait du mal à s'exprimer en public. Et Richelieu, évidemment, était un grand orateur. Et donc, il s'exprimait très bien. Et donc, il savait anticiper ce que pensait Louis XIII. Et Louis XIII représentait, dans le fond, il avait une certaine idée de la France, etc. Et donc, Richelieu l'exprimait très bien. Et c'est à la suite de cela que Richelieu s'est imposé. Quand Marie de Médicis s'est rendu compte qu'au lieu de faire la politique qu'elle souhaitait, il faisait la politique de Louis XIII, elle a essayé de le renverser, c'est la journée des dupes. Mais finalement, ça a échoué. Louis XIII a choisi la politique
politique de Richelieu. Donc, si vous voulez, là, il y a, je dirais pas un accident de l'histoire. Il y avait, de la part de Richelieu, une volonté, certainement, avec des idées, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais je veux dire par là que si on avait eu un autre souverain, si Louis XIII était mort en 1630, puisqu'il avait une mauvaise santé, un autre souverain, son frère Gaston d'Orléans, aurait sans doute eu une politique différente. Peut-être pas vis-à-vis de la guerre de 30 ans, parce que dans le fond, il soutenait son frère dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Richelieu montre une habileté que vous venez de nous rappeler, mais il pense cette habileté, il justifie, Arnaud Tessier, cette habileté, cette dissimulation, cet art qu'il érige en véritable art politique. Oui, parce qu'on a souvent dit, par exemple, que le testament politique, où il énumère son programme, abaisser l'orgueil des grands, rétablir la France dans sa place en Europe, ruiner le parti protestant, que c'est un programme reconstruit après coup. Alors ça, c'est possible que dans la formulation au fil du temps, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, par exemple, il y a un texte qui est très peu connu et très oublié aujourd'hui, qu'il a écrit lorsqu'il était d'ailleurs en disgrâce, à l'époque où Louis XIII ne l'aimait pas encore. Peut-être en a-t-il jamais aimé, en tout cas, Louis XIII ne l'avait pas, le voyait plutôt comme un... Il a écrit lorsqu'il était dans son exil de prieuré de Coussay en 1617, alors qu'il a une trentaine d'années, tout jeune évêque. Il est évêque à 22 ans, pour voilà. rappeler. Et ce texte qui s'appelle Les principaux points de la foi de l'Église catholique défendus contre les ministres de Charenton, qui est un texte de controverse religieuse, mais où il y a une grande partie de sa pensée politique qui est déjà à l'œuvre, et avec cette phrase formidable, je trouve, qui illustre l'idée d'intérêt général de manière tout à fait éternelle, quand il fait une comparaison, une sorte de parallèle avec l'Eucharistie. Il dit, la royauté n'est pas le fruit et l'utilité que nous recevons du gouvernement, mais bien la puissance de gouverner. Il veut dire que le pouvoir, c'est pas seulement procurer quelque chose aux gens, mais c'est aussi avoir la capacité de reproduire ce miracle permanent qui est l'exercice du pouvoir, la puissance de décider, de gouverner, et donc dans l'intérêt de la collectivité. Ce n'est pas une chose donnée une fois pour toutes. On est sur un point capital, parce que en termes modernes, on pourrait dire, et je formulerai ma question de la manière suivante, Richelieu était-il un personnage narcissique? Et est-il un personnage qui voulait exercer un pouvoir personnel, ou n'avait-il pas à cœur de puiser la force et l'énergie d'exercer son pouvoir dans une référence externe qui était précisément celle de l'intérêt général, ou telle qui concevait l'intérêt général, ce qui nous rapprocherait d'un rapport typiquement français au pouvoir. Je ne crois pas qu'il était narcissique au sens... parce qu'en plus, c'était quand même un homme profondément religieux. Là, je serais plus nuancé que vous dans ce domaine-là. Je pense qu'il y avait quand même un caractère. Bon, il y a les deux choses. Il a le sens de l'intérêt général, mais c'est lui qui définissait l'intérêt général. Mais ça, c'est la théorie française. Il tenait pas compte du tout de ce que pensaient les gens. Il y a eu l'Assemblée des notables autour de Michel Marillac et Gaston d'Orléans, qui avait tout un projet de réforme de la France de l'époque et qui a été complètement abandonné et qui n'intéressait pas beaucoup Richelieu, qui n'intéressait pas beaucoup Louis XIII. Donc, je crois qu'on tenait pas beaucoup compte de cela. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'il avait, en matière artistique notamment, et qu'il avait des velléités d'écrire de théâtre, qu'il avait des gens qui écrivaient pour lui des tragédies, qu'il est Pyrame, Pierre sur l'Europe d'ailleurs. Il a fait des tas de choses, et je crois qu'il avait très envie de cela, c'est-à-dire que dans le fond, il avait quand même ce caractère-là, je crois. Je crois qu'il y avait un certain caractère. En fait, ma question est la suivante, c'est il y a une aporie, une contradiction, une impossibilité à combiner le pouvoir personnel et la référence à l'intérêt général, dans le sens où toute la difficulté de la politique, c'est de savoir comment on assure ces désaccords, comment on surmonte ces conflits sur l'intérêt général. Alors, ce qui est frappant dans l'œuvre de Richelieu, qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission et nos éditeurs, c'est le statut qu'il confère au droit. Il ne croit pas que le droit va permettre de surmonter ces conflits. Arnaud Tessier. C'est-à-dire que je pense que le droit au XVIIe siècle, évidemment, n'est pas le droit tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pour Richelieu, le droit, c'est souvent, en fait, la formalisation d'un certain nombre d'obstacles à l'exercice de l'autorité royale et la mise en œuvre d'une politique. Toujours avec cette idée d'unifier. Alors, il n'a pas été un révolutionnaire sur le plan administratif, ni un centralisateur sur le plan administratif. Tout à l'heure, vous faisiez allusion, je pense, à la centralisation politique du pouvoir, mais Richelieu n'est pas centralisateur sur le plan administratif. C'est quelque chose qu'on a dit après, parce qu'il y a eu, c'est toute l'idée de Tocqueville sur l'Ancien Régime et la Révolution. Donc, je crois qu'il y a vraiment plutôt,
c'est une façon pour lui, je crois que c'est cette obsession de l'unité, oui, qui est absolument fondamentale chez Richelieu, qu'il essaie de traduire. Par cette notion d'intérêt général, elle n'est pas formulée forcément sous cette apparence. Le bien commun, c'est le bien public, c'est un certain nombre. Mais il le dit quand même de manière très très claire. Dans le Testament politique, il y a des passages extraordinaires. Et j'en reviens toujours. Pardonnez-moi cette petite contradiction, mais vous dites la société, les gens. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'est la société, les gens ? C'est très difficile, même aujourd'hui, d'identifier. Quand on vous parle de la demande sociale, non, mais c'est tout le problème du politique. Aujourd'hui, il y a le vote. On sait que le vote social, c'est le vote. Alors, mais c'est extrêmement difficile. Et il y a comme quelque chose que l'homme d'État, c'était Daniel Lévy qui disait, l'homme d'État, c'est celui qui, et De Gaulle disait, c'est celui qui sait identifier quelque chose qui n'est pas simplement... Mais de manière intuitive et de manière quasi procédurale, juridique, de manière miraculeuse. Alors, Jean-Marie Constant. Oui, je crois aussi quand même qu'il y avait des institutions traditionnelles comme le Parlement, qui joue un rôle important puisqu'il devait enregistrer les lois, le Parlement de Paris, et puis pour que les lois s'appliquent, il fallait que ce soit enregistré par les cours de justice. Et je crois que Louis XIII comme Richelieu sont passés outre à ce genre de choses et qu'ils ont essayé de domestiquer les parlements. Peut-être pas au point où Louis XIV l'a porté, mais quand même assez fortement. Et il y avait une forte revendication autour des parlements, d'ailleurs on le verra exploser au moment de la Fronde, pour que justement il y ait cette vision d'une monarchie tempérée par des corps intermédiaires. Et je crois que dans la politique de Richelieu, vous avez raison de dire que la centralisation, d'abord la monarchie absolue, elle s'exprime que dans la matière du droit public. Elle n'est pas, le droit privé n'est pas du tout touché. C'est les coutumes, c'est les États qui s'en occupent, etc. Et puis il y a le fait aussi que Richelieu a envoyé des commissaires du roi partout dans les provinces, aux armées, dans toutes les provinces, qui ont supplanté les officiers, c'est-à-dire dans le fond le corps des fonctionnaires de l'État traditionnel. Et dans le fond, on retrouve ça dans le gestuel français politique. C'est-à-dire que à l'époque de la Convention et du Comité de salut public, on envoie des envoyés en mission. C'est le modèle Richelieu qui s'implique. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir après Bayeux et le débarquement de Normandie, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des commissaires de la République partout. C'est-à-dire qu'il y a un gestuel très français de l'État qui fait que, à chaque fois, c'est les agents du pouvoir que l'on nomme, etc. Et ça, c'est un peu l'invention. Ça existait avant, les commissaires qu'on envoyait, mais pas au point où Richelieu l'a institué pour remplacer les institutions, pour briser un certain nombre de féodalités locales qui l'empêchaient de mener sa politique. Oui, mais c'est un État en guerre aussi. Et d'ailleurs, les autres exemples que vous donnez, c'est un État en guerre. Et voilà. C'est un État, c'est une France qui est dominée par le souvenir des guerres civiles. Mais il faut dire aussi quand même que n'oubliez pas qu'à l'époque de Richelieu, à cause de la guerre, l'impôt a doublé en quelques années. Imaginez le traumatisme sur les gens, sur la population que représentait le doublement de l'impôt. Imaginez aujourd'hui dans notre société, si on doublait l'impôt, dans quel état la France serait. Donc la France était à feu et à sang à la suite de cela. Arnaud Tessier, vous, dans votre livre, vous rapportez cette phrase de Richelieu, et qui fait référence à cette fascination, cette passion, pour l'unité, cette phobie de la division. Quelle que soit sa qualité morale, celui qui divise est criminel. Est-ce que ce n'est pas typiquement, en termes modernes, une pensée de droite qui privilégie l'ordre sur la justice, alors que on pourrait soutenir que si celui qui divise, mais sans que cette division soit extrême, mais que finalement le conflit ou le point de vue dissident, la minorité, tout cela constitue la démocratie. C'est pas une pensée de droite, parce qu'il y a toute une tradition de droite bien identifiée à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui qui récuse, ou en tout cas qui refoule cela. C'est une pensée du pouvoir et de l'institution. C'est-à-dire, c'est l'idée que une société doit être adossée à des institutions qui tiennent debout, qui aient l'air de tenir et qui tiennent réellement, et que sinon le destin collectif n'a plus de sens. Et donc c'est plutôt une culture du pouvoir, mais qui s'exprime tout à fait dans notre droit, parce qu'il faut quand même pas oublier que notre droit constitutionnel, administratif, est totalement imprégné, et pas seulement le nôtre, d'ailleurs le droit d'autres pays démocratiques, de la culture aussi de l'exception. Il y a des circonstances, tout le monde le sait, il y a des circonstances où il faut s'affranchir de certaines règles de droit pour sauver la collectivité, parce que le droit qui devient le droit d'un pays asservi, notamment vaincu par les armes, par le terrorisme, etc., est un droit qui ne sert plus à rien. Donc ça existe dans toutes les démocraties, dans toutes les traditions politiques, et en France, ça existe à travers l'article 16, à travers la théorie des circonstances exceptionnelles dans le droit administratif. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui est si fondamentalement exorbitant. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture, Le Bien commun,
qui porte aujourd'hui sur le Richelieu, et que les invités sont Jean-Marie Constant et Arnaud Tessier. Jean-Marie Constant. Oui, je voulais dire que c'est difficile de dire que c'est de droite ou de gauche, parce que c'est pas des catégories qui peuvent exprimer ce qui se passe à cette époque-là. Bien sûr, c'est anachronisme. Oui, c'est ça. Mais bon, ça permet d'essayer de se situer. Oui, exactement. Et ça permet de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand même que dans la culture de cette époque-là, notamment la pensée aristotélicienne, qui imprègne profondément les gens de cette époque-là, l'idée d'unité est très présente. Et donc, on ne voit pas une société divisée, diversifiée, même si elle existe, on la conçoit pas comme ça. Et je crois qu'il faut attendre Descartes, et notamment l'idée du mécanisme, où là, on peut penser que, à cette époque-là, eh bien, on n'est plus dans un monde biologique, comme Aristote le voyait, mais un monde où, au contraire, on a des mécaniques, donc on peut changer les rouages, on peut les faire évoluer. Et après, on va passer à la pensée de Locke, où Locke, là, envisage véritablement une séparation des pouvoirs entre législatif et exécutif, mais avant, ça n'existe pas, ça ne se conçoit pas. Même des républiques comme Venise ou des républiques comme les Provinces-Unies ont une idée de l'unité aussi. Et je crois que c'est ça qui est, c'est dans le fond Locke et ensuite l'idée des Lumières et l'idée de Montesquieu notamment, qui après va montrer que justement la liberté c'est dans la séparation des pouvoirs. Mais cette idée-là n'existait pas dans cette époque-là. Mais Jean-Marie Constant, comment expliquez-vous la postérité de Richelieu, dans le sens où je vous entends que finalement l'idée d'individuation, de séparation des pouvoirs va venir grâce d'ailleurs à l'idée de propriété aussi. Un siècle plus tard, mais pourquoi a-t-elle tant de mal à prendre en France? Pourquoi Richelieu semble avoir emporté sur Montesquieu, pour faire court? Je crois que il y a une tradition historique. Dans le fond, Richelieu à son époque était pas populaire. Hein. À l'époque de Louis XIV non plus. Au XVIIIe siècle, on ne peut pas considérer qu'il était beaucoup. Je crois que c'est surtout au XIXe siècle, c'est à l'époque après la guerre de 1870, à l'époque de la Troisième République, où le corpus des historiens s'est constitué. Et on était traumatisé par la défaite de 1870 dans la préparation de la revanche contre les puissances de l'Est, c'est-à-dire Vienne, l'Autriche, l'Allemagne, etc. Qui n'était pas éloigné de la problématique de Montesquieu. C'est ça. Et donc, dans le fond, on a exalté Richelieu parce que Richelieu avait fait de la France la première puissance de l'Europe par sa victoire sur l'Autriche et sur l'Espagne. Et donc, alors que l'Espagne était la première puissance européenne avant Richelieu. Et donc, je crois qu'il y a là, dans ce traumatisme-là, l'idée qu'il faut reconstruire la nation française et on allait chercher les modèles sur Henri IV, le père de l'unité après les guerres de religion et les guerres civiles. On allait chercher Richelieu, un des pères de la nation, constructeur d'une France moderne, etc. Et même des gens qui étaient des gens très partisans de la Troisième République, très démocrates, etc., eh bien, ont exalté cette idée-là parce que c'était l'idée de la puissance de la nation qui s'exprimait à travers l'État. Ce qui justifierait que De Gaulle s'en empare également. Voilà, exactement. En 1954, Pierre Mendès France, Gouverner c'est choisir, son célèbre discours devenu livre, met une phrase en exergue de Richelieu à son livre qui est ceux qui vivent au jour le jour vivent heureusement, mais on vit malheureusement sous leur conduite. Et je voudrais aussi rappeler que à la fin du XVIIIe siècle, il y a tout un courant d'idées qui exalte Richelieu. Il y a un document tout à fait étonnant qui s'appelle le résumé des cahiers des États généraux qui a été fait par 3 personnes, où il y a un discours préliminaire écrit par 3 partisans de la liberté et d'une forme de monarchie extrêmement libérale au moment où se réunissent les États généraux. Et ça commence par une apologie de Richelieu en rappelant que Richelieu, c'est l'homme qui a réduit le pouvoir de l'aristocratie. Donc, c'est même antérieur, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu un retour de Richelieu dans la tradition républicaine centralisatrice. D'ailleurs, on en a fait un centralisateur après coup, sur le plan administratif. Mais même, il y a toujours eu cette idée qu'Augustin Thierry, au XIXe siècle, d'ailleurs, a popularisé dans son histoire du tiers-État, que Richelieu, c'est quand même l'incarnation d'une certaine alliance du peuple, entre guillemets, contre les grands, contre les féodalités, contre tous ceux qui finalement veulent accaparer d'une manière ou d'une autre le pouvoir. Et aujourd'hui, je dirais que Richelieu, pour faire référence un peu à la phrase de Julien Gracq tout à l'heure, il fait un peu peur parce qu'en tout cas, on l'invoque avec difficulté parce que c'est un personnage qui dégage une énergie historique, une incarnation du pouvoir, de la puissance de gouverner, qui est très très forte. Mais en même temps, il y a toujours ce ressort, l'idée des féodalités qui renaissent et de l'intérêt général qui s'éclipse. C'est ça qui est tout à fait, qui incarne aussi le paradoxe de la nature même de l'État français et de notre démocratie, où c'est l'État qui nous a débarrassés des
puissants et non pas les puissants qui nous ont débarrassés du pouvoir royal, contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre. Voilà. Et qui dessine, et je crois que là c'est extraordinairement intéressant, les deux voies de sortie du fédéralisme, soit la voie anglaise par le contrôle par les barons et les nobles de la monarchie et le parlement, soit la voie française. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile, Jean-Marie Constant, de réduire Richelieu à une catégorie, une classe politique de droite ou de gauche. Ça c'est sûr qu'il y a cet aspect des choses, et que Richelieu, dans le fond, aujourd'hui, pourquoi il n'est pas un modèle aujourd'hui? Parce que dans le fond, dans nos valeurs démocratiques imposées par le haut, on s'est aperçu que les réformes imposées par le haut ne marchaient généralement pas. Un chef d'État droit dans ses bottes qui impose une réforme dont les gens ne veulent pas, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on concerte, on respecte les diversités, on concerte avec les gens, on essaie d'avoir un consensus autour des choses et de faire avancer, dans le fond, la société, pour dire un grand mot, dans ce domaine-là. Alors que l'époque de Richelieu, c'était une autre tradition, c'était l'État. Bon, on sait bien qu'en France, c'est l'État qui a construit la nation française, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, on attend autour des Capétiens, etc. Mais je crois que c'est ça le grand élément, d'une certaine façon. Et oui, Arnaud Tessier. Oui, mais alors, peut-être qu'on est passé d'un extrême à l'autre, et là, aujourd'hui, c'est-à-dire que le problème aussi, c'est que les réformes qui progressent trop par consensus, ne finissent par ne jamais aboutir. En réalité, on voit que la France est devenue assez largement irréformable. Il est évident qu'un pouvoir monarchique, qui n'est pas la monarchie absolue d'ailleurs, le pouvoir monarchique du temps de Richelieu. Quelle différence, alors, parce que vous insistez sur votre livre là-dessus, Arnaud Tessier, quelle différence êtes-vous entre Richelieu et la monarchie absolue? Vous dites, par certains côtés, Louis XIV trahit les objectifs de Richelieu. Ce qui a été dit d'ailleurs par toute une tradition, c'est-à-dire qu'il a poussé, d'abord il s'est privé de principal ministre, et puis il a poussé, il a poussé une certaine concentration administrative, et puis il a poussé la concentration du pouvoir sur la personne du roi à un point qui n'avait jamais été atteint par Louis XIII, et il a aussi, obsédé par l'idée de la réunification politique et religieuse du royaume, il est allé jusqu'à ce point que Richelieu réprouvait et que Vauban qui était la révocation des Nantes, qui est de forcer finalement la société, y compris sur le plan religieux, à s'unifier. Donc il est allé bien au-delà, et toute une tradition dit que c'est cette rupture d'équilibre, et non pas l'œuvre de Richelieu et de Louis XIII, mais cette rupture d'équilibre qui a entraîné ensuite la crise de la monarchie pendant le XVIIIe siècle, et qui nous a empêché d'avoir cette révolution réussie qu'ont eu les Anglais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le mode d'exercice du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, bien entendu, tout ne se décide pas peut plus décider d'en haut, mais tout se décide par un système qui est un système quand même représentatif. C'est-à-dire où on désigne un parlement, un gouvernement. Mais est-ce que Richelieu est antinomique de la démocratie représentative? Non, parce que je pense que l'unité du pouvoir et l'énergie du pouvoir et le fait que ne pas prendre des décisions, l'organisation de la décision, ça fait partie aussi de la démocratie, pas dans le même registre ni dans les mêmes conditions qu'à l'époque de Richelieu. Mais aujourd'hui, on a des instruments du pouvoir, dans la Ve République depuis 50 ans, on a des instruments du pouvoir qui ne font pas partir la décision d'en haut, au sens propre, mais qui quand même, à un moment donné, c'est le système représentatif qui n'est pas en haut, mais qui est quand même délégué, qui prend la décision, et ce n'est pas une sorte de négociation consensuelle permanente qui revient sur les lois votées, etc. Et ce qui est pervers dans l'évolution du système de la Ve République depuis une vingtaine d'années, c'est que justement, et là il y a une analogie à faire avec la définition du pouvoir par Richelieu, on est passé d'un système qui était démocratique mais organisé et tendu vers la décision, un système où la décision est devenue impossible, où je dirais même tout est organisé pour qu'on ne puisse plus prendre de décision. Et ça, c'est très antidémocratique. C'est pourtant pas l'image que donne notre président actuel, dans lequel on trouve qu'il y a une énergie que Richelieu n'aurait pas... Je le situe sur les 20 dernières années. Sûr. Moi, je resterai sur le XVIIe siècle. Bien sûr. Alors, Louis XIV, dans le fond... Vous avez raison de dire ça, il avait le souci de l'unité, était tout à fait dans ses traditions. Ce que je voudrais remarquer simplement, c'est que quand Louis XIV est au pouvoir, il est jeune, quand il prend le pouvoir lui-même, et que les premiers ministres, les principaux ministres, étaient une institution extrêmement impopulaire. Donc quand il a dit « je gouverne moi-même », les gens ont applaudi. En plus, après, la guerre était achevée, il y a une période de paix, et donc on a diminué beaucoup les impôts, et ça c'est toujours très populaire. On a peu à peu, avec les réformes louvois, se sont imposées, c'est-à-dire qu'on a discipliné
discipliner les armées en organisant des États pour qu'ils ne pillent plus dans les campagnes. C'était quand même un des mots plaies de la guerre extraordinaires des campagnes françaises. Donc il y a eu toute une politique de réforme qui a été essentiellement l'œuvre de Colbert d'ailleurs, qui a joué un rôle tout à fait capital. Grand admirateur de Richelieu. Voilà, c'est ça, parce qu'il a appliqué le programme que Richelieu n'a pas appliqué, mais il a appliqué avec une certaine souplesse, etc. Et donc je crois que il y a là une tradition entre les deux. Ce que Richelieu a fait avec une certaine violence, Louis XIV l'a fait en tenant compte du point de vue des gens, sans négocier avec les corps, mais dans le fond tenant compte des points de vue. Et je crois que les cahiers de doléances qui existaient depuis 1560, dans le fond, et qu'on peut lire, eh bien, exprimaient tout un certain nombre de revendications de gens, de programmes que les gens souhaitaient. Et dans le fond, quand on regarde ce que fait Louis XIV au début de son règne, il applique, dans le fond, ce que souhaitaient les gens. Et les gens sont très satisfaits. Alors après, évidemment, tout change, parce qu'à la fin du règne, il y a d'autres problèmes, il y a les guerres qui reviennent, puis Colbert est mort, il est plus là. Peut-être que si Colbert était là, la révocation des Nantes n'aurait pas été faite, parce que Colbert pensait que les protestants jouaient un rôle très important sur le plan économique et qu'il fallait pas se priver des protestants. Bon, il y avait, alors que Louvois appartenait au monde judiciaire, parlementaire, pas au fait des réalités. Colbert venait de la finance, du commerce, etc., était plus au fait de l'économie. Je crois que là, on a un changement. Louis XIV, c'est un peu autre chose. Oui. Arnaud Tessier, vous assistez sur un point peut-être moins connu de Richelieu, mais qui est extrêmement intéressant pour nos éditeurs, qui pourront d'ailleurs le constater des visus, c'est ce côté organisateur de Richelieu, qui a mis dans une ville de France d'ailleurs son rêve, le rêve d'une cité organisée, d'une sorte de cité idéale, de la même manière que c'est lui qui a institué l'Académie française, qui discipline le langage, c'est-à-dire c'est cette manière de conférer, de donner à la France cette sorte d'architecture, de constitution implicite. Oui, sa bibliothèque aussi. Enfin, c'était un homme qui avait plusieurs atlas, comme on le dira de Bonaparte. C'est tout à fait un homme dans cette tradition-là. C'est-à-dire qu'il a presque une vision presque militaire. D'ailleurs, il avait un peu une vocation militaire dans sa jeunesse, et il a quand même dirigé en partie le siège de La Rochelle. Il a une vision presque militaire des choses. Il faut tout organiser, effectivement. Il a avec une certaine régularité des choses, et la langue évidemment très importante, son œuvre sur l'Académie de France. C'est ce qui permet de faire lien avec une autre figure historique, bien sûr, sur laquelle vous assistez, qui est bien sûr celle de Bonaparte. Oui. Est-ce que Bonaparte avait lu Richelieu? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que on peut dire qu'il s'en est inspiré? Alors dans Balzac, dans le médecin de campagne, il y a un personnage, un ancien grognard, qui raconte que Napoléon était visité à plusieurs périodes de sa vie par un homme rouge qui venait lui donner des conseils. Alors on a longtemps cru que c'était le petit homme rouge qui faisait des apparitions aux Tuileries, et moi je persiste à penser qu'il parle pas de petit homme rouge, Balzac, il parle de l'homme rouge. Et Balzac, qui était l'éditeur d'ailleurs de Saint-Marc, la pièce très hostile à Richelieu d'Alfred de Vigny, mais Balzac qui était un homme qui aimait le pouvoir, quelquefois, je me prends à rêver que cet homme rouge dont parle Balzac et qui vient hanter les rêves de Napoléon, c'est Richelieu. Oui, je crois qu'il y a une filiation très claire, et c'est que Bonaparte, en fait, il l'a fait avec des hommes qui étaient souvent des hommes d'Ancien Régime, des réformateurs d'Ancien Régime, comme Lebrun. Bonaparte, c'est quand même l'homme qui a voulu faire réussir la Révolution royale que la monarchie n'avait pas su conduire, notamment sous le règne de Louis XVI. Et ça, on retrouve une filiation à travers Vauban jusqu'à Richelieu. Je crois que c'est tout à fait ça. Je crois que, dans le fond, les idées de Robespierre, des Jacobins, etc., ont repris l'idée de Richelieu, c'est-à-dire la nation réunie autour de l'État, etc., et que Bonaparte, d'abord, il était assez proche des Robespierre, d'une certaine façon, au début, et donc il y a eu, là, je crois, une tradition qui s'est faite, je crois que entre Richelieu et Bonaparte, il y a peut-être davantage de liens qu'entre Richelieu et Louis XIV, d'une certaine façon. Ah oui. Et c'est Péguy qui dit qui fait l'éloge permanent de Richelieu en disant que c'est la modernité
sous un angle positif, et que le vrai révolutionnaire, c'est Richelieu. Enfin, Alors, la modernité, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs en vous lisant et qui me trouble, qui est d'ailleurs une référence moins à Richelieu qu'un auteur qui lisait, qui est Gabriel Naudet, sur le coup d'État et sur alors autre grand thème d'ailleurs de notre tradition politique, le coup d'État permanent de Mitterrand et cette sorte de tension véritablement constitutive de notre pays, qu'on va retrouver au moment de l'affaire Dreyfus, qu'aurait décidé Richelieu au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se posaient les termes, comment Gabriel Naudet pose les termes du coup d'État, ce que vous appelez aussi dans votre livre, ce que peut-être Richelieu appelait le coup de majesté. Oui, c'est-à-dire que le coup d'État au sens du XVIIe siècle, tel que le définit Naudet, c'est un peu, d'une certaine manière, la pratique gaulienne du pouvoir. C'est pour ça qu'on peut faire un parallèle. C'est pas le coup d'État militaire, c'est le coup de majesté, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances où il faut que le pouvoir, dans sa légitimité, ramasse la situation et la sauve, quelquefois par une initiative qui peut être contraire au droit temporairement, hein, c'est l'article 16, hein, mais qui est imposée par l'intérêt général, qui peut être aussi quelque chose de surprenant, une initiative du pouvoir. Donc le coup d'État, c'est quelque chose de beaucoup moins violent nécessairement, ça peut l'être, mais qui n'a pas la signification du coup d'État militaire. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé très, très amusant que François Mitterrand et attaqué finalement, quand il a écrit le coup d'État permanent, je ne sais pas s'il avait lu Naudet, mais en fait, quand il dit le coup d'État permanent, il désigne moins le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qu'une pratique du pouvoir de De Gaulle qui est finalement maîtriser le temps, le calendrier, savoir provoquer le référendum, dissoudre au moment où il faut, c'est-à-dire savoir maîtriser cette dynamique du pouvoir. Voilà, et qui s'est perdue dans la tradition des Cinquième République. On n'a plus su faire après, parce qu'il faut savoir en politique prendre des risques. Il y a une tradition, des thèses récentes ont montré que finalement, dans la tradition, on considère que le roi doit avoir les initiatives, et donc ça fait partie de son rôle. Et le Parlement de Paris, au contraire, il représente la résistance à ces initiatives, la tradition, les aspirations des gens, etc. Et donc on a cela. Alors évidemment, il y a concurrence entre les États généraux et le Parlement de Paris. Faut oublier que le Parlement de Paris, c'est une cour de justice, une cour d'appel, qui doit enregistrer les lois, mais que les gens qui le composent achètent leurs charges. Donc évidemment, ils sont pas très représentatifs, mais ils considèrent qu'ils représentent la nation quand il n'y a pas les États généraux. Et ils font tout pour empêcher que les États généraux se réunissent. Alors que les États généraux, normalement, représentent la nation. Ce qui explique cette relation compliquée et malheureuse de l'État et de sa justice en France. Voilà, c'est ça. Oui, ça, c'est un problème permanent. Qui n'est toujours pas résolu. Voilà, c'est ça. Alors, sous l'Ancien Régime, quand on lit les cahiers doléances, c'est fou. Ah oui, c'est les doléances qu'il peut avoir contre la justice, sa lenteur, son coût, etc., le manque de qualification des juges, l'arbitraire, tout y est. Oui. Et donc une révolution qui se fera d'ailleurs contre les parlements, en partie. Oui, contre les absolument. Mais est-ce que Gabriel Naudet était beaucoup lu au XVIIe ? Est-ce qu'il est réveillé tardivement ? Parce que dans le fond, il y a des accents très schmittiens, on dirait en termes modernes, à la fois chez lu par les hommes qui pensaient ou qui parlaient de l'élite cultivée. Oui. Et puis tous ces gens-là fréquentaient les salons, étaient lus dans les salons, on en discutait. Mais il y avait quand même une grande diversité. Il y avait Naudet, il y avait par exemple Claude Joly, qui a écrit un espèce de pamphlet où il voit le gouvernement français comme un ensemble d'États, etc. C'est une monarchie très très tempérée par les États généraux, le Parlement, etc. C'est une autre vision des choses. Et il y a eu des tentatives pendant la Fronde des demandes de réunir des États généraux. Ça s'est pas réuni, Mazarin a tout fait pour l'empêcher, mais finalement il y avait une tradition très vivace d'une certaine façon. Oui, Arnaud Tessier, qu'est-ce qui, pour le dire encore, continue à cultiver l'anachronisme pour la meilleure compréhension de l'œuvre de Richelieu? Qu'est-ce qui distingue ou qui ne distingue pas l'œuvre de Schmitt, qui a beaucoup insisté, qui a réveillé ce thème du théologico-politique, et celle de Richelieu, parce que à l'évidence Richelieu incarne quelque chose de l'ordre du théologico-politique français, pourrait-on dire, c'est-à-dire cette nécessité d'une référence surnaturelle pour l'exercice du pouvoir. Il y a quelque chose chez Richelieu qu'il n'y a pas, je pense, chez Schmitt. Je connais pas suffisamment bien l'œuvre de Schmitt, peut-être que les schmittiens vont me tomber dessus, mais il y a quelque chose qui est très singulier, en tout cas chez Richelieu, par rapport... Parce qu'il y a une vision du pouvoir, une construction du pouvoir. Mais chez Richelieu, finalement, ce qui compte le plus, c'est la compréhension psychologique de l'individu, de l'être humain. C'est voir Louis XIII à l'heure avec ses faiblesses même pour son entourage, etc. Ce qui fait, je trouve, toute l'originalité de la vision du pouvoir de Richelieu, c'est qu'elle n'est ni totalement théologique, ni totalement philosophique, ni totalement politique, mais que c'est presque une sorte de
psychologie du pouvoir a poussé à un degré qu'on n'a jamais connu. Je voudrais dire que dans le fond, il y a une tradition, il y a cette tradition dont vous parlez là, et puis il y a la tradition aussi qui vient de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire l'idée d'une monarchie contractuelle, c'est-à-dire l'idée qu'une monarchie, il y a un contrat, elle est de droit divin, il y a Dieu, mais il y a aussi le peuple, il y a un contrat entre Dieu, le peuple, le roi, etc. Et que dans le fond, que Richelieu ne respecte pas ce contrat. Et que les monarques absolus ne respectent pas ce contrat. Et la monarchie tempérée, telle que la rêvent les opposants à Richelieu, c'est cela, c'est-à-dire respect de ce contrat qui permet de tenir compte de la vie du peuple. Vous êtes d'accord avec cette vision, Arnaud Tessier? Oui, mais avec cette réserve, j'en reviens toujours à mon propos. Voilà. Le peuple, je n'arrive jamais à savoir ce que c'est que le peuple. C'est-à-dire que je reviens toujours à cette phrase de Daniel Halévy, il y a quelque chose dans la collectivité humaine qui n'est pas simplement une addition de groupes, il y a quelque chose, une sorte de volonté collective qui peine à s'exprimer, et c'est la vertu de l'homme d'État, dit Halévy. Le vrai homme d'État, c'est celui qui sait sentir cela et conduire finalement la collectivité humaine là où elle veut aller, sans l'opprimer. Mais il y a une sorte d'équilibre à tenir. Est-ce que ce n'est pas le mystère, pour continuer sur le même registre de pensée, le mystère de la représentation politique, et où le chef d'État est à la fois celui qui représente le peuple, mais également celui qui l'institue, celui qui dirige, et celui qui l'institue. Les gens du XVIIe siècle discutaient beaucoup à partir des idées de Machiavel. Est-ce que dans le fond, le souverain, le roi, doit être aimé ou craint? Alors, il discutait à perte de vue là-dessus et il concluait qu'il fallait qu'il soit à la fois aimé et craint. Et bon, après des pages et des pages de compte-rendu de discussion, on arrivait là, et je crois que c'était ça un peu l'équilibre dans le fond, ce que vous dites un petit peu. Alors, je dirais, l'homme d'État doit être respecté. Voilà. Et pour ça, il faut être un petit peu aimé, un petit peu craint. Oui, voilà. Je crois que nos contemporains ont résolu le problème dans un sens qui va plutôt dans le sens de la séduction. Jean-Marie Constant, Arnaud Tessier, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Marie Constant, La folle liberté des baroques, 1600-1661. Et vous, Arnaud Tessier, Richelieu, La puissance de gouverner, aux éditions Michel. C'était Question d'époque, le bien commun, Richelieu, avec Arnaud Tessier et Jean-Marie Constant, une émission proposée par Antoine Garapon, diffusée la première fois le 23 janvier 2008 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.